Salut tout le monde, bienvenue sur le SNA, le podcast. On se retrouve encore une fois pour parler football africain. Aujourd'hui, on va parler forcément d'une compétition qui a marqué le début d'année. On va revenir dessus, sur un petit peu tout ce qui s'est passé en amont, les jeux de coulisses. Pas forcément la compétition en elle-même, parce que forcément le terrain, je pense que tout le monde sait ce qui s'est passé. On va forcément parler de la CAN 2021, celle qui a failli ne pas avoir lieu. On va essayer de savoir pourquoi et surtout ensuite comment s'est passée l'organisation durant la compétition. Pour m'accompagner aujourd'hui, deux invités de choix et surtout deux personnes qui étaient quasiment ou presque au cœur de l'événement. Richard Nahar. Bonjour Richard. Bonjour Mansour, je suis content de te revoir. Ça fait un moment, hein? Un bon moment, mais c'est bon, je suis content de te revoir. On va parler de ton pays, des Lions indomptables aussi, un petit peu de l'organisation. Oui, moi j'ai pas de problème avec ça. Je pense qu'il y aura beaucoup de choses à dire. Oui, Sur le Cameroun et aussi en dehors, hein, je pense, parce oui, qu'il y a oui, eu oui, beaucoup bien de sûr, facteurs. bien sûr. facteurs, C'est un événement qui a marqué beaucoup de monde. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et en dehors comme en dedans, il y a des choses à dire. Il y a des choses qui ont été bien faites, il y a des choses qui ont été mal faites. Et ce sera l'occasion d'en reparler plus froidement, Exactement, à tête reposée. à tête reposée, quelques mois après. Donc c'est toujours important. Et on sera aujourd'hui accompagné de Terence Ken qui était sur place pour Sport News Africa. Rebonjour Terence. Ça fait plaisir de Bonjour te voir, Mansour, bonjour Richard. en vrai, parce que souvent Terence il était à l'autre bout, à l'autre bout, il était entre Bafoussam, Yaoundé, Douala et autres, donc WhatsApp a fonctionné à fond, hein. Mais en tout cas, c'est plaisir de t'avoir sur le plateau. Et en plus, toi, forcément, comme tu étais au cœur de la machine, au cœur de la CAN, tu as pu vraiment voir ce qui s'est passé de l'intérieur, tout ce qui est au niveau organisationnel. Et tu pourras justement nous donner ton ressenti et peut-être nous livrer quelques anecdotes sur ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, pour commencer, on va un petit peu reprendre le fil. Parce que bon, cette édition, on a longtemps cru qu'elle n'allait pas avoir lieu. Il y a eu beaucoup de... Je trouve que c'était un petit peu la canne des rumeurs, des fake news, des lobbying, énormément de lobbying. On a entendu report, annulation, délocalisation au Qatar. En fait, c'était vraiment des attaques sur la canne. Mais oui, mais Mansour, tu fais bien de le dire parce que c'est la CAN qui, depuis on l'a attribué au Cameroun, a eu le plus de fake news. Même après le fait que le tirage au sort ait lieu, il y a des esprits malins. Je ne veux pas me le cacher pour dire qu'il y a des esprits malins comme l'esprit du président de la FIFA, Gianni Infantino. Et ça, je tiens cette information des sources sûres. Il voulait faire annuler la CAN. Et c'est quelqu'un... À quel motif? Il disait que, en fait, le motif était que le Cameroun n'était pas prêt et que, voilà, il y a d'autres événements, puisque au même moment, il y avait la Copa América et un truc comme ça, il y a une compétition et qu'il ne fallait pas... Et les Coupes du Monde des clubs qui s'est chevauchée à un moment donné. Voilà, Il y a eu les Coupes du Monde des clubs, oui, c'est ça. Et c'était, le timing n'était pas bon. La Coupe arabe, avant, il y avait déjà eu la Coupe arabe, une équipe qui a participé, comme celle de l'Algérie, qui a été vainqueur. Donc, il y avait ce brouhaha-là. Et moi, je tiens à le dire sur votre plateau, c'est M. Véron Mosengo qui a tapé du poing sur la table pour dire à M. Véron Mosengo que c'est un personnage que je n'apprécie vraiment pas. Le secrétaire général de la CAF. Oui, le secrétaire général de la CAF, je n'apprécie vraiment pas, qui a tapé du poing sur la table pour dire au président de la CAF, mais est-ce que vous imaginez que ce pays a consenti beaucoup d'efforts pour qu'on puisse en arriver là et qu'à 2 semaines de la compétition, je rappelle à tous ceux qui vont nous suivre que dans l'histoire de compétition, en aucun cas, quand le tirage au sort a eu lieu, on ne peut annuler ni repousser la compétition parce que c'est inscrit dans le cahier de charges signé par la CAF. Et le cahier de charges, l'accord cadre, parce qu'il y a le cahier de charges qui est donné avant, quand on vous donne la compétition, mais il y a l'accord cadre. L'accord cadre, c'est elle qui définit tous les droits de chacun pendant la compétition. Et dans l'accord cadre, il est bien édifié qu'au cas où il y a un problème venant d'une partie ou de l'autre, c'est bien la partie fautive qui endosse toutes les charges. Donc, après qu'on ait signé tout ça,
le président de la FIFA a quand même eu le malin plaisir de vouloir annuler cette compétition. Ce n'était pas un fake news. C'était une vérité. Et vraiment, c'est dommage. Parce que quand on voit la plus haute autorité du football mondial venir à quelques 2 semaines, et je me suis toujours posé la question de savoir, est-ce que M. Gianni Infantino peut, à 2 semaines de la Coupe du Monde au Qatar, dire qu'il n'y aura pas la Coupe du Monde? Après, c'est aussi là un des problèmes, parce que souvent on dit, OK, le calendrier de la CAN, il ne plaît pas aux clubs européens, parce que voilà, c'est en janvier-février, notamment les clubs anglais, c'est la période du Boxing Day, comme il dit souvent, c'est la période où tu ne gagnes pas les championnats, mais en tout cas, tu peux le perdre. Et on sait que voilà, mais forcément, comme c'est les employeurs, avoir leurs joueurs qui partent pendant 3-4 semaines. Après, c'est les arguments qu'on entend. Je ne dis pas que je les entends, mais en tout cas, c'est souvent les arguments qu'ils avancent. Forcément, ils se disent, oui, je suis l'employeur du joueur. Pendant 1 mois, je ne l'ai pas. Voilà, donc je n'ai pas le joueur et je continue de le payer. Des fois, le joueur revient blessé et tout. Ce sont des problèmes. Donc, on a vu voilà, beaucoup de choses se dire et se tramer en coulisses autour de la CAF. D'ailleurs, toi, Terence, pendant longtemps, tu ne savais plus est-ce que je vais partir, je ne vais pas partir. C'était pas évident. Non, mais ce n'était pas évident. Pour revenir d'abord sur cette histoire de CAN, de report, je pense que ce qu'on a vu, l'image que la CAF a donnée, c'est l'image d'une faiblesse. On a vu la faiblesse de l'institution, la faiblesse même dans la communication. On avait l'impression que Gianni Infantino, il a inféodé la CAF et qu'aujourd'hui, les clubs européens découvraient malheureusement que la CAF, que la CAN se tenait chaque 2 ans. Chaque 2 ans, c'est toujours la même rengaine. Mais si on en arrive là, c'est parce qu'on a des pays faibles, on a des dirigeants faibles, on a une confédération africaine de football. Aujourd'hui, avant c'était Issa Hayatou, aujourd'hui c'est Motsepe. On a l'impression que Motsepe, passez-moi le terme, c'est le toutou de Gianni Infantino. En même temps, il y en a certains qui disent que la CAF c'est devenu un département de la FIFA. Non, mais non, écoutez, c'est ça. Quand Mansour dit qu'il y en a qui disent que la CAF c'est devenu un département de la FIFA, c'est un département de la FIFA. Parce que vous ne pouvez pas vous imaginer toute la gêne. Moi, je n'étais pas à la CAN, mais j'avais plus d'informations que ceux qui étaient à la CAN. Est-ce que vous savez que le directeur commercial de la CAF, pendant la CAN, c'était un Australien qui gérait le département commercial. Le département marketing de la CAF était géré par les gens de la FIFA. Tous les opérationnels sur le terrain étaient des gens de la FIFA. Si la CAN a eu tout ce qu'il y a comme problème au niveau de l'opérationnel, c'est parce qu'il y avait des gens de la FIFA qui n'étaient pas habitués. Donc, ça veut dire quand même que voilà, on a donc la CAF et sa compétition, la CAN, avec le président de la FIFA qui était pour qu'elle n'ait pas lieu, et en opérationnel sur le terrain, des gens de la FIFA, donc qui quelque part répondent au président de la FIFA. Mais Mansour, je vais vous prendre un seul exemple. Richard, tu peux me tutoyer, hein, franchement. Bon, on est plus à ça près. Bon, Mansour, je te prends un exemple. Je te prends un exemple très simple. La directrice des opérations au Cameroun, pour qui représentait la CAF, la directrice de la CAF pour la CAN au Cameroun, elle est une employée de la FIFA. Elle est une employée de la FIFA. Et ça, c'est officiel. C'est pas... mais elle représentait... elle était le représentant de la CAF. Je crois que c'est elle qui sera même peut-être la représentante de la FIFA, de la CAF en Côte d'Ivoire. Parce que je tiens, si je peux me permettre, je suis l'une des personnes qui avait annoncé que la CAN en Côte d'Ivoire se tiendrait en janvier 2024 et non en juin 2023 parce que les gars de la FIFA, ils se sont rendus compte. Parce que je dis les gars de la FIFA, c'est pas une erreur. C'est les gars de la FIFA, ils se sont rendus compte que la CAN ne peut pas se jouer en juin parce qu'il y a une pluviométrie énorme. D'ailleurs, ils ont fait un rapport là, c'était récemment justement avec les rapports avec les taux de précipitation et tout, et ils montraient que ça allait être ingérable en juin, juillet en Côte d'Ivoire. Exactement. Donc, c'est pour vous dire que ça a commencé par là. La dame, on l'a nommée. Véron Mosengo, c'est un employé de la FIFA. Hein. Oui. Véron Mosengo, c'est un employé de la FIFA. Il est payé par la FIFA. Il n'est pas payé par la CAF. Pour ceux qui ne le savent pas, il n'est pas payé par la CAF. Donc le secrétaire général de la CAF est payé par la FIFA. Est payé par la FIFA.
Parce Vous savez, que l'État s'est quand ingéré. moi je suis taxé de anti-Motsepe. Non, Parce le qu'on Gabon, me dit, Monsieur Ahmad a vendu la CAF. parce que c'est une décision de Je dis justice. le nom, si Ahmad a vendu, Justice, si la Ahmad justice. avait donné les clés de la CAF est entrée, elle a occupé toutes les maisons et elle a même pris comment je dis ça, les employés de ménage en otage. C'est-à-dire que tout ce qui est décidé, il y a un monsieur, actuellement où je vous parle, qui est au Caire, qui s'appelle Luca Piazza, qui travaille il est le directeur des réformes de la FIFA, il travaille, je le dis sur le plateau de Mansour, il touche 30 000 $ à la FIFA et 15 000 $ à la CAF. Non, mais revenons plus quand même sur le terrain de la CAN, parce que là, on est parti beaucoup dans les instances. Mais bon, de toute façon, on a très bien compris que ce qui s'est passé sur le terrain découlait de ce qui s'est joué dans les instances. Et du coup, forcément, avec tout ce qui était incertitude, se jouera pas, l'organisation s'en est ressentie. Alors, ok, le Cameroun était-il prêt? Le Cameroun n'était-il pas prêt totalement? Oui et non. Toi, Terence, tu étais sur place. Tu as vu les stades. Tu as vu l'organisation. Tu as vu, on va dire, le réseau routier un petit peu, parce que tu as un peu roulé ta bosse. Il a bourlingué. Ils étaient prêts ou pas? Moi, je vais parler plus de Yaoundé. Le stade Amadou Ahidjo, pour moi, avait une pelouse qui était assez correcte. Les journalistes, la salle de presse étaient plus ou moins corrects. Au niveau des infrastructures routières, pour moi, c'était correct. Après, on connaît tous les pays africains, on connaît les réalités de nos États, les embouteillages, les couacs, mais de manière concrète, moi, j'ai quand même senti que le Cameroun a plus ou moins bien organisé sa compétition. C'est vrai qu'il y a toujours des couacs, que ce soit en Coupe du Monde, en Ligue des Champions, les couacs arrivent toujours. Après, après on parle de quoi? Il y a quand même eu l'épisode d'Olembe. Ça, c'est un drame. C'est pas mais derrière ça, quand même, pour moi, c'est le souvenir le plus marquant, le point noir de la CAN, parce que j'estime que la catastrophe d'Olembe, on pouvait l'éviter. Et moi, ce que je voyais autour des stades, il y avait une chose qui m'interpellait, c'est-à-dire que c'était les policiers il n'y avait pas de stadier. Pour moi, je n'ai pas vu de stadier où on voyait des gens qui étaient dans le stade, les stadiers dans le stade, mais autour du stade, il n'y avait pas de stadier. Ce sont les policiers. Donc, par exemple, pour le stade d'Olembe, ce qu'ils faisaient, c'était qu'il y avait tellement de checkpoints. Il fallait montrer le test Covid, il fallait faire les fouilles et ensuite présenter les billets. Mais quand eux, ils le faisaient pas en amont. C'est-à-dire que pour moi, il fallait le faire 1 kilomètre même avant le stade et permettre aux gens de rentrer au stade avec une certaine fluidité, mais il le faisait à l'entrée du stade, donc ça entraînait Vraiment devant les grilles. Juste à l'entrée principale, déjà, il n'y avait qu'une seule entrée, 1 ou 2 entrées, mais c'était vraiment exigu entre les officiels d'un côté et les spectateurs, les journalistes, c'était un petit bordel. Moi, je pense qu'ils ont fait ça et ils ont créé un peu les conditions de cette catastrophe-là, puisque les barrages filtrants se faisaient vraiment à proximité des entrées du stade. Et donc, quand le match commence, ça commence à se bousculer. Et c'est de là que l'incident est parti. Et le président de la CAF, Véron, a clairement dit... Ah non, c'est pas Véron. Non, c'est la lapsus révélateur. Motsepe a clairement dit que c'était la faute des autorités camerounaises. Mais c'est vrai qu'après, ils se sont repris. Mais c'est malheureux quand même d'avoir perdu ces 7 ou 8 personnes pour un match de football, parce que c'est des gens qui venaient voir un spectacle, les Camerounais, c'est des gens chaleureux. Et puis mourir comme ça, c'est vraiment le point noir de cette CAN. Moi, je rebondis un peu sur ce que tu as dit. Le fait que la CAF ait directement donné la responsabilité au Cameroun, c'était une erreur. Parce que la compétition qu'on appelle la CAN appartient à qui? À la CAF. Voilà. Et au sein de la CAF, il y a une direction qu'on appelle la commission de la sécurité, pilotée par un Nigérian qui est un ancien commissaire de police et qui était un ancien secrétaire général de la Fédération nigérienne de football. Je ne veux pas citer son nom. Ce président de commission, pendant qu'il y avait le drame à Olembe, vous savez où il était? Il n'était pas à Yaoundé. Il n'était pas à Yaoundé. Est-ce qu'il était au Cameroun déjà? Il était au Cameroun, il était à Douala. Vous savez que
ces gens, ils aiment les endroits où il y a le président. Quand le président de la CAF était basé à Douala, dans un grand hôtel, je ne vais pas faire la publicité, dans un grand hôtel de la place, et c'est là-bas qu'il y avait le quartier général de la CAF. Le président de la commission de sécurité, pendant qu'il y avait tout ce grabuge, était avec ses adjoints à Douala, dans l'hôtel où il y avait tous les membres du comité exécutif. Donc, il n'a même pas fait de déplacement. Comment une commission de sécurité qui est censée gérer la sécurité de la compétition, parce que ce qu'on ne vous dit pas, c'est que la sécurité de la compétition est gérée par la commission de sécurité. C'est elle qui donne les ordres. Tous les ordres que vous avez vus, tout ce qui s'est passé là, les ordres viennent de la commission de sécurité. Donc, justement, les checkpoints, tout ça, c'est eux qui l'ont validé. Oui. D'accord. Je dis, c'est eux qui l'ont validé. Donc, aujourd'hui, quand ils ont vu qu'il y avait des morts, ils ont refoulé la patate chaude au Cameroun. Est-ce que la finale, est-ce que le Cameroun, c'est la première fois qu'ils organisent? Pourquoi il n'y a pas eu ça au Chan? Pourquoi il n'y a pas eu ça au Chan? Pourtant, le Chan est de moindre envergure. Mais il y avait 4 stades au Chan. 4 stades. Mais pourquoi il n'y a pas eu cet incident? C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que la CAF, c'est la FIFA qui gérait tout. Parce que les gars de la FIFA, pour gérer la sécurité dans un stade, il faut déjà avoir l'infrastructure en elle-même. Il faut connaître des entrées, les sorties, tout ça, il faut savoir ça. Et puis bon, le stade d'Olimbé, pour le coup, il n'avait pas servi avant. Mais oui, il n'est pas servi avant. Mais donc, les ordres venaient de la commission de sécurité. Donc, qu'on me dise que oui, la faute vient du Cameroun, mais oui, quoi qu'on dise. Oui, forcément, la fête, c'est chez toi, donc c'est un incident. Si je viens chez Ken et que moi j'ai un accident, et qu'il ne m'avait pas prévenu que oui, il y a un dodan avant la porte de sa maison, et que je me cogne le pied, je me foule le pied, la faute, c'est à lui. Mais sauf que j'aurais dû, avant, venir faire le tour pour voir quel est l'état des lieux. Qui fait l'état des lieux? C'est la commission de la sécurité et qui donne des instructions pour dire, voilà, on a constaté que... Et en plus, ce n'est pas au premier match, c'est après, c'est après le premier tour. On est d'accord? C'est après le premier tour. Donc ça veut dire que les gars étaient déjà rodés. Mais sauf que, comme ils sont laxistes, ils se sont dit, ok, bon, nous on reste avec le président, les gars connaissent déjà le process, sauf qu'ils oublient que tous les matchs, comme sur le terrain ou en dehors, chaque match a sa vérité. Surtout pour un stade qui avait 2 entrées. Hein. 2 entrées officielles au stade d'Olimbé. Je veux dire, accueillir autant de monde avec 2 entrées, c'est pas possible. C'est pas possible. Je pense que ce n'était pas possible, mais on pouvait faire autrement. C'est-à-dire que s'adapter. Mais ils n'ont pas su s'adapter. Ce n'était pas possible, mais ils ne se sont pas adaptés. Bon, ce qui s'est passé après, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a encore eu match à Olembe. Est-ce qu'il y a encore eu ces incidents-là? Non. Pourquoi? Parce que les gars, ils avaient compris. Et en interne, moi j'ai eu l'écho que les membres de la commission de sécurité ont été pointés du doigt. Parce qu'ils n'avaient pas fait leur boulot. Donc, ouais, forcément, ils n'avaient pas fait leur boulot. L'image que ça donnait, c'était que les policiers étaient débordés et abandonnés à eux-mêmes. Non, mais les policiers... Complètement. Mais écoute, les policiers... Et puis, ce ne sont pas des stadiers aussi, les policiers. Écoute, les policiers sont des agents de sûreté. Voilà, ils sont là pour le maintien. Ils ne sont pas des agents de sécurité. Voilà, et là, ils étaient là. Il faut qu'on fasse bien le distinguo. Regardez bien. Et les agents de sécurité, c'est tout, alors. Hein? Mais il n'y en avait pas, en fait. Mais il n'y en avait pas. Moi, quand je dis il n'y en avait pas, dans le stade, il y avait des gens qui avaient des survêtements en bleu. C'était la sécurité. Mais moi, la sécurité aux abords du stade, autre que les policiers, parce que quand la police arrive, c'est le maintien de l'ordre, tout ce qu'on veut. Ben voilà. Mais il y a des gens qui sont là pour charger. Le maintien de l'ordre fait partie de la sûreté. Voilà. Mais là, les policiers ils faisaient la sûreté et ils ne devaient pas faire la sécurité. Et ensuite, ils étaient stadiers aussi. Parce que on est tous d'abord d'accord. On est tous ici, on va au Parc des Princes. Pour certains d'entre nous, on va au Parc des Princes. On voit qu'il y a la police, il y a la sécurité et il y a les stadiers. C'est-à-dire que c'est trois secteurs différents. On est même obligé, des fois, d'appeler des sociétés de ce qu'ils font dans la sécurité pour venir
pour venir faire la sécurité. Pourtant, il y a des policiers. Les policiers sont là pour gérer l'ordre public. C'est-à-dire qu'ils sont en train de gérer la sécurité, la sûreté de l'État. C'est-à-dire qu'ils sont des agents de l'État qui sont là pour vérifier s'il y a des choses qui se passent dans les normes. Les agents de sécurité sont là pour mettre de l'ordre pour que les gens puissent entrer en toute sécurité dans le stade et les stadiers sont là pour renseigner les gens avec leur ticket. Parce que les gens avaient les tickets, ils avaient des instructions sur le ticket et il fallait les diriger. Donc du coup, moi à la Coupe du Monde en Russie, je vous assure, je ne suis pas sûr qu'il y ait une sécurité comme celle que j'ai vue en Russie. Parce qu'en Russie, il y avait des policiers, comme ici à Paris, mais il y avait des gens qui vous mettaient à l'ordre. Et ils venaient, et il y avait des stadiers de la FIFA. Quand vous entrez, tu es média, comment je veux dire ça, tu as ton accréditation, ils te disent que oui, les accréditations, Gate 1, Gate 2, Gate 3, tu vois. Parce que sur les billets, même nous, les journalistes, sur nos billets, d'entrer à la tribune de presse, il y a des gates. Et c'est des stadiers qui sont là pour vous dire. Donc, si tu n'es pas la bonne entrée, qui Si tu t'a n'es allé pas faire la le bonne tour entrée, du il te dit stade. de faire le tour du stade. Donc ce n'est pas ce qu'il y avait au Cameroun. Non, c'est pas ça. Mais par contre, je peux te dire qu'au stade Amadou Ahidjo, c'est un ancien stade, les gens sont rodés au niveau de l'organisation, même si ce n'était pas le même flux de personnes, parce que quand le Cameroun joue, c'est autre chose, mais il y avait une organisation qui était tout aussi différente que celle d'Olembe. Olembe, on avait l'impression que les gens étaient en rodage, ils découvraient le stade, ils apprenaient les choses, et malheureusement, il y a 7 ou 8 personnes qui ont perdu la vie. C'est-à-dire, et je ne dis pas de façon ironique, mais quelque part, ce n'est pas un hasard si ce drame s'est produit et qui s'est produit dans ce stade-là spécifiquement. Tout était fait pour que ça arrive. Ouais. Voilà, tout était fait. Voilà. Toutes les conditions. Ça, c'est un des premiers facteurs qui forcément a beaucoup marqué. Après, il y a un autre épisode qui a beaucoup marqué aussi, qui a fait parler avant et pendant la compétition. C'est aussi les histoires de Covid, parce qu'on savait que ça allait être l'invité surprise. Il y a eu beaucoup de cas de Covid. Des sélections ont aussi décrié certains tests, parce qu'on disait oui, on nous dit qu'on va faire un test PCR, finalement on fait un test antigénique. On arrive, on doit jouer, on a 12 joueurs qui sont positifs, etc. Toi, Terence, comment est-ce qu'ils étaient gérés un petit peu les tests Covid déjà pour les journalistes et pour le public, le grand public, ça tu as pu le voir, mais aussi pour les joueurs? Alors, avant d'aller à la CAN, le comité d'organisation de la CAN nous a dit que les journalistes et tous ceux qui étaient accrédités, il fallait faire un test. Le test PCR était valable entre 72 ou 48 heures. Quand on est arrivé, on a fait plusieurs tests PCR. On n'a jamais eu les résultats. Dieu merci, il y avait ce qu'ils appelaient là-bas les tests TDR qu'on appelle en France les tests antigéniques. Là, je vais pas c'était bien organisé. C'était un centre de vaccination à côté de l'hôpital. Donc, les tests PCR, aucun résultat? Aucun résultat. J'en ai fait 3, je n'ai pas eu un seul résultat. Les tests antigéniques, heureusement... J'étais quand même entré dans le pays. Il était déjà dedans? Non, j'étais déjà dedans. Il était déjà dedans. Mais en fait, pour avoir accès au stade, il fallait faire des tests PCR. Chaque jour de match, ils étaient valables entre 48 et 72 heures. Mais au final, on en a fait, on n'a jamais eu les résultats. Dieu merci, comme je le dis, on a fait le TDR avec des gens qui étaient très sympas, qui nous facilitaient vraiment les choses. Les tests TDR, donc les tests rapides, les tests antigéniques, qui étaient valables 24 heures, on les faisait normalement. Et là, je tiens à saluer d'ailleurs le personnel médical du Centre international de vaccination de Yaoundé. Très bien, ça se passait bien. Après, au niveau des sélections, j'ai envie de dire que les tests Covid étaient au cas par cas. Tout le monde n'avait pas les mêmes problèmes, tout le monde n'avait pas... Mais il faut dire que ces tests Covid-là, au-delà du fait que le Covid, la pandémie du Covid a quand même modifié la CAN et que l'attitude de la Confédération africaine de football dans la gestion de ces tests-là est quand même venue encore confronter ce climat un peu de terreur parce que les sélections, tout le monde avait peur. Je prends par exemple un exemple, André Poko, l'international gabonais, en zone mixte, Biogo Poko, il disait le plus grand adversaire qu'on a eu ici, c'était le test Covid. C'est le Covid. Mais alors qu'on sait que son équipe, le Gabon, a été confrontée à des scandales. Je ne vais pas revenir ici, tout le monde le sait, mais
la grande peur des gens, c'était le Covid. Et ensuite, quand vous avez des tests où il y a des suspicions, ça a quand même alimenté un climat de terreur et de peur qui n'ont pas grandi encore là, la Confédération africaine de football. Ouais, parce qu'on rappelle aussi qu'en fait, c'est un laboratoire donc privé indépendant. Non, je fais la genèse. Je fais la genèse, qui était chargé de faire ces tests à la base. Sauf qu'ensuite, une fois déployé sur le terrain, c'était des militaires qui le faisaient, ces tests. Alors, Jérôme Moussengo, le secrétaire Véran général Moussengo. Véron Moussengo, le secrétaire général de la Confédération africaine de football, a parlé d'un laboratoire français, on ne va pas le citer ici. On ne fait pas de pub. Voilà, le laboratoire français, quand on dit laboratoire français indépendant, on suppose que c'est des gens qui se déplacent avec leur expertise, leur matériel. Ils n'ont rien à voir avec la CAF, rien à voir avec la FIFA, rien à voir avec le Cameroun, qui viennent faire les tests. Malheureusement, auprès des sélections, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de laboratoire. Il y avait des techniciens du ministère de la Santé du Cameroun, notamment des militaires, donc de la santé militaire du Cameroun, qui rassemble plusieurs corps, il y a des policiers, des gendarmes à l'intérieur, qui venaient faire les tests. Et les gens ont commencé à douter de la fiabilité des tests. Je prends l'exemple de la Tunisie qui, un jour, ils se retrouvent avec 12 cas et la Tunisie a fait venir expressément de Tunis un laboratoire. Et là, eux, quand le laboratoire qui était sous la coupole de la FIFA, de la CAF plutôt, arrivait, eux, ils confrontaient les résultats. Et c'est comme ça que, et il y a même des sélections où il y a des joueurs, ça je le dis, il y a des joueurs qui mettaient le gel hydroalcoolique dans le nez. Il y a des sélections, je suis obligé de le dire ici, je vais citer personne, mais il y a des sélections qui ont fait passer le test à des joueurs, à des gens qui n'étaient pas forcément des joueurs. Donc ça veut dire que celui qui arrive, qui vient faire le prélèvement... Justement, pour que les gens comprennent, c'est-à-dire par exemple, une sélection, peu importe, on prend un exemple, hein, dans une sélection, on va dire, vu que c'était des gens du ministère et autres qui venaient faire les prélèvements, ils ne savaient pas forcément qui est qui. Je veux dire, la star, on la reconnaît, mais le remplaçant, le machin et autres, on ne sait pas qui c'est. Et du coup, en fait, moi, je viens, je me présente, je dis par exemple, je suis tel joueur, les gars, ils font le test et puis ils partent sans vérifier. Sans vérifier. Et tout le monde l'a fait. Et après, il y a eu le problème du Comore. Moi, les Comores, j'ai un peu gravité autour de cette équipe. Les Comores, Amir Abdoul, il avait vraiment un fonctionnement qui était assez carré. C'était droit. Chaque joueur dans sa chambre, pas de rassemblement. On mange à tour de rôle. On fait comment on appelle ça, la balade. La balade à tour de rôle. C'est vrai que ça ne limite pas les risques, puisqu'après, aux entraînements, il y a des contacts. Mais qu'après, ils se retrouvent à 10, 12 cas ou 10 cas ou 8 cas, comme ça, en affrontant le pays organisateur. Après, on a taxé aussi le Cameroun de dire qu'ils n'ont pas de Covid. Bon, bref, tout ceci pour dire que quand même la CAF n'a pas fait les choses comme il fallait. Et toutes ces choses-là ont entretenu ce climat que moi j'ai qualifié de climat de terreur, quoi, de torpeur. Richard, il était sur place. Il nous dit que les tests PCR qu'il a fait, il les a jamais eus. Aucun. Il nous dit que des joueurs se mettaient le gel hydroalcoolique dans le nez des membres du staff pour éviter d'être positifs. Je ne sais pas si ça marche ou pas. Je ne vais pas essayer cette technique parce que je ne sais pas. Et surtout, qu'il y a des gens qui se sont fait passer pour des joueurs parce que forcément, il n'y avait pas un contrôle assez strict. C'est terrible. On revient encore à l'éternel problème de la CAF. Je l'ai écouté religieusement, sans parler, parce que je voulais qu'il arrive au point où il est arrivé, et il est arrivé au point où je voulais qu'il arrive, à la sélection des Comores. Tu connais très bien les relations que j'ai avec la sélection des Comores. Oui. Et la sélection des Comores, j'ai touché du président au coach. Oui. Ils avaient 12 cas de Covid. Ça, je te le dis de source sûre. Je ne veux pas te dire ma source, mais c'est un Comorien lui-même qui me l'a dit. Que tous les cas de Covid qu'on a eus étaient des cas. Parce que nous, Comoriens, on a fait des contre. Ce que tu dis, que les Tunisiens ont amené des gens dans... Tu sais que dans toutes les sélections, il y a d'abord des médecins. Bien sûr. Et dans toutes les sélections, avant d'arriver, ils ont tous acheté des tests Covid. Des tests antigéniques, tous. Et ils ont testé les joueurs. Pourquoi
les premiers matchs des Comoriens, il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Ils ont tous joué. Vous n'avez pas entendu les rumeurs de... Non. Voilà. Ils ont joué. Ce match-là, Amir Abdou, ses joueurs étaient à Garoua. Ils étaient à Garoua. Avant, dans le match d'avant, tu sais, d'abord, ils étaient à la poule de Garoua. Non. Ils ont fait. Les Comores étaient à Yaoundé, ils ont fait 2 matchs. Et le 3e match qu'ils vont disputer à Garoua. Voilà, c'est ça. Exactement. Pour venir jouer maintenant contre le Cameroun. Je crois que quand ils se sont qualifiés, ils ont gagné, ils se sont qualifiés et ils devaient venir jouer à Yaoundé. Et ces tests, tous les joueurs qui ont été testés à Garoua avaient eu le Covid. Et ils ont refait des tests. Je te dis ça de source sûre. Parce que je ne peux pas prendre le risque de dire des choses ici, sur Sport News Africa, pour qu'après, on colle un procès à la chaîne. Et non. Oh, je peux te garantir qu'on te coller à toi. À nous. Oui, mais non, je dis juste ça. C'est pour te dire que, de source sûre. Mais maintenant, le problème revient encore de l'institution. Au sein de la CAF, il y a une commission médicale. Il n'était pas aguerri. Pas du tout. Il n'était pas Par aguerri. façon de ce que dit Terence, ouais. Il gérait une contingence qu'ils n'ont pas l'habitude de gérer. Et ensuite, excuse-moi Richard, ils ont fait 2 choses. Ils ont changé le process lorsqu'on a le Covid, lorsqu'on sort du Covid, il y a un process qu'on applique. Ils ont changé en cours de compétition. Après le match de la Tunisie. Et ils n'ont pas communiqué le nouveau process. Un exemple tout simple. Patrice Neveu, la veille, le match contre le Maroc, il est covidé. On nous dit qu'il a le Covid. Mais on nous dit, là, ça fait 2 jours, son test est négatif, il peut venir. Ah non, il peut venir comment? Non, lui, c'est pas un joueur, il peut mettre un masque. Il doit rester en quarantaine. Voilà, il ne peut plus faire la quarantaine, il ne fait pas la quarantaine. Il était sur le banc de touche. Ah oui. Lloyd Palin, qui a le Covid, il ne vient pas. Et qu'est-ce que la CAF dit? La CAF dit non, mais lui, en fait, il peut porter un masque, il peut être sur le banc de touche, il n'est pas au contact des joueurs. Mais c'est un acteur. C'est un acteur, c'est le coach. Mais non, tu sais... En fait, c'est toutes ces choses-là qui, en fait, ont entraîné un climat de suspicion. Voilà. Parce qu'en fait, il faut que les règles du jeu soient les mêmes pour tous. Si on commence à faire du cas par cas ou qu'on change justement les règles en cours de jeu, c'est ce qui entraîne la suspicion. Je veux dire, cette CAN, on en a parlé, elle a été sabotée d'entrée. Avant même qu'elle débute, certains ne voulaient pas qu'elle ait lieu. Elle a été sabotée de l'interne et maintenant, on se rend compte que même au sein des instances, on va dire, on n'a pas fait en sorte pour enlever certaines suspicions. Mais oui. Non, mais c'est fait à dessein. C'est fait à dessein, les gars. Mais maintenant, moi, je pense que c'est bien qu'on évoque ce sujet maintenant parce que nous tous, la passion est passée. Hein. Non, à chaud, c'était ingérable. À chaud, c'était ingérable. Oui, on avait fait une émission à chaud, là, j'aurais sorti des choses vraiment pas gaies. Mais heureusement qu'on est maintenant, on est bon, apaisé, il n'y a plus rien. Tu t'es assagi. Voilà. Mais je pense que maintenant, il faudrait que parce que malheureusement aussi dans notre confédération africaine, est-ce que vous avez vu un seul rapport de la compétition? Aucun pour l'instant. Voilà. Pourquoi? Parce que dès le lendemain de la finale, le président, le secrétaire général et sa particulière, ils étaient déjà en Côte d'Ivoire. Même le Cameroun n'a pas ils vont vous dire que c'est en interne, les choses internes se gèrent en interne. Mais sauf que en interne, jusqu'aujourd'hui, le rapport n'est jamais arrivé. Nous sommes 5 mois après. Le rapport n'est jamais arrivé. J'ai cherché ce rapport comme on peut chercher un enfant qu'on ne peut pas avoir. Mais je vous dis, donc, moi je pense que ils ont tiré peut-être des leçons. Je crois que quand il y aura une autre CAN, on verra. Parce qu'il faut dire la vérité. Là, la CAN qui se passe, ça, c'était la première CAN de toute cette équipe-là. Cette équipe d'immatures, là. Parce qu'il n'a aucune maturité pour gérer cette compétition. Tous, du secrétaire général au président, du président aux membres Les membres du comité exécutif, pour certains, ils avaient déjà les rouages. Mais sauf qu'on ne les écoute pas.
C'est-à-dire Et puis même, non, surtout une CAN, je veux dire, à un moment donné, tu la gères aussi sur le terrain. C'est ça qui est le plus Mais important. oui, mais le plus difficile. Mais est-ce que vous savez que pendant la CAN, il n'y a même pas eu 3 réunions du comité exécutif? Même pas. Il n'y a pas eu 3, même pas. Et le problème, c'est quoi? Aujourd'hui, excuse-moi de ressortir un peu, il y a un manque de vision. Vous ne pouvez pas prendre un homme d'affaires qui a un club. Il est propriétaire d'un club. Il n'a jamais géré son club. Il ne connaît même pas le nom de son entraîneur. Encore plus ses joueurs. Il les voit seulement pour fêter avec eux quand ils ont gagné la Coupe Ligue des Champions. La Ligue des Champions. Voilà. Quand vous regardez, Motsepe voit les footballeurs comme de la chair à canon. Il ne les intéresse. Déjà que même au Caire, il n'y va pas. Il n'y va pas. Il n'y va jamais. Motsepe est arrivé au Caire 2 fois. Au mois d'avril 2021 et au mois d'avril 2022. Il n'a jamais fait 24 heures. Je dis, il n'a jamais fait 24 heures. Donc, en tout et pour tout, le président de la CAF, depuis qu'il est là, fait 48 heures au Caire. Et vous dites que c'est un monsieur qui est venu pour gérer le foot. On sait très bien quelles sont ses accointances à Infantino. On sait qu'il veut être président de l'ANC pour devenir président de l'Afrique du Sud. Mais qu'il ait moins un peu de décence de comprendre qu'il n'est pas à sa place. Il n'est pas à sa place parce qu'il n'a aucune vision. Vous allez me dire que oui, Ahmad avait tous ses défauts, mais Ahmad, quand il est arrivé, poum, on a fait un symposium. Il a retracé tous les problèmes du foot. Je vous rappelle que la majorité des actes qui sont posés au niveau de la Confédération africaine de football aujourd'hui sont d'Ahmad. Toutes les compétitions qui sont créées là. Ils sont venus avec leur championnat de football jeune africain là. Ça, c'est une idée. Le championnat scolaire. Le championnat scolaire. Mais de vous à moi, même en France où nous sommes, est-ce que la Fédération française peut vraiment s'occuper de ça? Ils ne peuvent pas. Puis bon, on a vu la première édition, ce que ça a donné. Hein. Ici qui peuvent s'occuper de ça parce qu'elles sont en relation avec les mairies. OK? Mais eux, ils sont venus nous sortir une grosse entourloupe en nous faisant croire que non, on va faire la compétition de football jeune. Et regardez comment ils font la Champions League féminine. C'est une véritable honte. Une véritable honte. C'est-à-dire qu'on prend des équipes, déjà les zones font les compétitions, les représentants des zones se retrouvent dans un pays, ils font un tournoi play-off et on dit, voilà la championne. C'est un manque C'est fait à la de va-vite. Non, c'est même pas fait à la va-vite, c'est un gouffre à sous. Non, c'est pour dire, voilà, écoutez, on a mis en avant le football féminin, regardez ça et puis basta. Voilà. Mais c'est dommage, c'est vrai que ça aurait pu être beaucoup mieux structuré. La CAF n'a aucune vision. La CAF ne sait pas où elle va. Aujourd'hui, tout ce qui te parle de la CAF te parle de la CAF en négatif. Mais est-ce qu'il n'y a même pas un seul point où on peut dire, mais ils ne font pas ça, mais ils peuvent quand même faire ça? Non. Pourquoi? Parce que la tête du poisson est pourrie. Qui est la tête du poisson? Le président de la Confédération. Quand on dresse le tableau, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Et on parle aussi des choses qui n'allaient pas. Il y a un truc qui a été beaucoup pointé du doigt aussi pendant cette CAN, c'est l'état des pelouses. On a parlé des principales choses, mais surtout, il y a un facteur qui a été beaucoup pointé du doigt, c'était l'état des pelouses. Donc, 6 stades. Japoma, apparemment, ça a été le cauchemar pour beaucoup de monde. Certains disaient que ça allait. L'Algérie a dit que c'était une catastrophe. Il y a eu Bafoussam. C'était compliqué. On va dire les pelouses qui étaient tolérables, c'était Garoua et Amadou Ahidjo. Amadou Ahidjo et Douala. Et parce qu'il y a le stade omnisport. Il y a un deuxième stade à Douala. La réunification, la pelouse était top. On n'a pas joué dessus. Parce que c'est le stade, la pelouse du stade de la réunification. Le stade de la réunification, pour te dire la vérité, c'est le premier stade qui avait été prêt. Parce qu'on avait attribué le marché aux Canadiens. Et comme les Canadiens, ils sont ce qu'ils sont, ils ont fait le travail à temps. Ils ont livré à temps. Et depuis que le Cameroun devait organiser en 2019, le stade de la réunification était prêt.
Et le problème, Il n'a pas été utilisé quand même. il n'a pas été utilisé. On ne l'a pas utilisé et il a toujours été entretenu par les mêmes Canadiens parce qu'ils avaient signé un contrat. Et c'est ça le problème, c'est que regarde, on est dans une ville, tu as 2 stades. On est d'accord. Premier stade, avant même la compétition, tu arrives, tu vois que on va avoir un problème de pelouse. Franchement, quand on voit les images, après, voilà, tu vois, c'est une question d'appréciation. Certains ont dit, elle est bonne, non, personne n'a dit elle est bonne. Ils ont dit, ça va, ça passe. Elle est bosselée, mais ça va. D'autres, elle n'est pas du tout bonne. Et puis surtout, après, je peux comprendre que ça puisse pénaliser une équipe plus que d'autres. Ça, c'est pas un souci. Mais quand tu vois ce genre de choses et que tu ne te dis pas en amont, mais pourquoi je ne vais pas dans notre stade? Alors, tu fais bien de le dire. Pour le stade Japoma, la pelouse, j'ai rencontré autour du terrain à Yaoundé un monsieur qui s'occupe des pelouses d'un grand club espagnol. Je ne vais pas donner le nom ici. Ça commence par Real, ça finit par Madrid. Et non, pas le Real de Madrid. Non, du tout. Non, un club de milieu de tableau en Espagne. Et on lui pose la question de savoir, mais parce que lui, il était chargé des pelouses. On dit, mais la pelouse du stade Japoma, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, il nous fait comprendre que le stade de Japoma a été construit. Quand ils ont construit le stade, les études de faisabilité sur le sol n'ont pas été bien faites. On a un stade qui est vraiment magnifique, il n'y a rien à dire, la structure est belle, mais au niveau de la pelouse, on a du sable. Et donc, c'est compliqué d'avoir une pelouse viable. Et pour avoir une pelouse viable, il faut faire beaucoup d'investissements, beaucoup de tests. Et après ça, moi, ce que je veux dire des stades de Yaoundé, sincèrement, après, on enlève le stade du Japoma. Le stade de Bafoussam, la pelouse était... Ça allait, ça passait. C'est pas le haut niveau, mais c'était, voilà. Yaoundé, le stade Amadou Ahidjo, parfait. La pelouse de Olembe, ça tenait pas. Ça ne tenait pas, mais c'était correct. Ce qui était bien, c'est qu'on ne jouait pas beaucoup de matchs aussi à Olembe. Donc ça permettait à la pelouse un peu, même quand elle souffrait, de régénérer. Et puis on pouvait jouer des matchs là. Mais au niveau des stades d'entraînement, moi je n'ai pas vu une équipe se plaindre. Franchement, au niveau des stades d'entraînement, ça faut le dire, le Cameroun a fait beaucoup d'efforts et toutes les équipes avaient des pelouses qui étaient plus ou moins correctes. Et ça se voit aujourd'hui, les championnats camerounais qui se jouent dans les stades annexes et tout. Avant, on savait qu'avant, on jouait au Cameroun en première division sur des stades qui n'étaient pas cool. Donc, pour le problème de pelouse, je pense que le Cameroun a fait vraiment, ils ont fait un effort, même si après le stade de Japoma... Après, oui, tout ça parle d'organisation parce que justement, le stade de Japoma, il était prêt bien avant Olembe, parce qu'Olembe a été livré au dernier moment. Et donc, après étude de faisabilité, pas étude de faisabilité, il faut quand même gérer. Non, mais ils se sont rendus compte de ça. Et avant, il y avait une rumeur qui disait qu'on pouvait délocaliser les matchs de Japoma au stade de la réunification de Douala. Oui. Mais le problème, ce que les techniciens disaient, c'était que pour déplacer toute la logistique, parce que nous, quand on organise une CAN, nous on se dit, c'est un stade, c'est tout ce qu'on... Mais derrière, il y a tout un travail, il y a la communication, seulement pour la com. Non, là, je comprends ce que tu dis aussi, là. Tout ce qui est test, sécurité et tout, bien sûr, il y a plein de process. C'est compliqué de le faire en un laps de temps. En fait, ça revient à ce que Richard disait par rapport à l'anticipation. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression que, là, je parle de la CAF et du Cameroun en général sur cette CAN, il n'y a pas eu de, OK, on a un plan A, mais qu'est-ce qu'on fait si le plan A n'est plus bon, on n'a pas de plan B. Non, il ne l'avait pas. Non, mais le problème, c'est qu'il faut déjà avoir les gens qui ont le mind pour ça. Mais ce n'est pas la compétence qui manque. Non, Richard, à un moment donné, disons des choses vraies. Ce n'est pas la compétence qui manque en Afrique, que ce soit à la CAF ou au Cameroun. Il y a des gens compétents. Il faut le dire aux gens de la FIFA. Parce que les gens de la FIFA, eux, ils n'écoutaient pas les gens de la CAF. Ils n'écoutaient, ils ne faisaient qu'à leur tête. Au préambule, je vous ai dit que la majorité des gens qui commandaient l'opérationnel, c'était des gens de la FIFA. Ceux qui disaient, voilà, nous, on va faire ça, ce sont les gens de la FIFA. Ils viennent dans une compétition où ils ne connaissent ni les rouages. Et il faut aussi dire une chose. Ce qu'on oublie, c'est qu'il y a eu beaucoup de démissions à la CAF. Et c'est ça qui a affaibli comment je vais dire ça, l'opérationnel. Parce que les gens qui étaient déjà aguerris et qui connaissaient déjà les rouages, regardez par exemple, est-ce que vous savez qu'après la rupture du contrat de Lagardère, on a quand même eu des matchs de la Champions League africaine rediffusés, la CAF, les matchs de la CAF diffusés dans les chaînes africaines. Parce que c'est Lagardère qui gérait tout ce qui était
gestion des droits d'appropriation des marchés et tout. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait un secrétaire général par intérim, Abdelba, qui a travaillé à Lagardère et qui connaissait l'opérationnel. Et c'est lui qui signait les contrats. Il connaissait très bien comment ça peut se faire. Aujourd'hui, vous avez des gens qui sont là, qui n'ont aucune relation avec personne. Donc, ils ne peuvent pas vous dire, bon, on peut compter sur tel, on peut compter sur tel, on peut compter sur tel. Non, c'est ça le problème. Aujourd'hui, la CAF a échoué parce que ceux qui étaient là, déjà, ils sont nouveaux. Le secrétaire général de la CAF, il est nouveau. Et ceux de la FIFA qui sont venus pour travailler avec leur expérience de Paris, de Zurich, de Genève, de tout ça, mais ils sont venus là. Ils sont confrontés à la réalité continentale. Ils étaient au stade Arena à la Bayern Arena de Munich, tu parles. De Bayern Arena de Munich ou bien au Parc des Princes. Non, c'est pas la même chose. Et pour abonder dans son sens, je n'ai pas compris comment la CAF, c'est-à-dire que chaque pays qui participe à la CAN recevait une manne financière. Donc il y a la prime de participation, il y a la prime lorsqu'on accède au premier tour, au deuxième tour. Ça a toujours existé. Mais sauf que, qu'est-ce que la CAF a fait cette année? Ils ont dit, les droits de diffusion des éliminatoires de la Coupe du Monde, de la Coupe d'Afrique, bon, alors, ils ont donné ça presque gratuitement. On a regardé des matchs sur YouTube. Sauf que tous ceux qui étaient à la CAN, qui ont reçu leur prime, ou qui vont la recevoir, la CAF a fait une coupe là-dessus en disant, ça c'est pour les droits télé. Ça, j'ai pas compris ça, quoi. Non, mais c'est une entourloupe. Je n'ai pas compris ça. En fait, c'est gratuit. Et puis après, on vous dit, on vous pépé dessus. Parlons de l'affaire de la CAN rediffusée sur YouTube. Tous les diffuseurs se sont plaints. La qualité était médiocre. Non, ce n'est pas une question de qualité. C'est que tu ne peux pas payer les droits d'une compétition et retrouver les mêmes matchs que tu as payés sur YouTube en gratuit. Et ça a posé un gros problème. Et pourquoi ça a été fait? Parce que les gars de la FIFA ont été laxistes sur un certain nombre de choses. Supersport a porté plainte à la CAF, mais c'est parce que ils ont des relations avec le président qu'ils ont arrêté. Parce que Supersport a payé les droits. Supersport, ils ont payé les droits. Canal, ils ont payé les droits. La plupart de ceux qui ont l'habitude de diffuser, ils ont payé les droits. Mais sauf que les matchs qu'ils diffusaient étaient retransmis en direct sur YouTube en zone Afrique. Ça, c'est pas les éliminatoires, là. Non, je dis de la CAN. De la CAN. C'est vrai? Et même pour aller... En Europe, on ne voyait pas, mais en Afrique, ça se voyait. Je n'étais pas au courant de ça. Mais Mansour, pour aller plus loin, certains se sont plaints de la qualité de la diffusion de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est-à-dire que les techniciens ou la société qui sous-traitait ça avec la CAF, qui venait le faire, en termes de qualité de diffusion, c'était même pas du niveau de Ligue 2 française. C'est pas pour être méchant. Même le branding était mal fait. Les sponsors se sont plaints que le branding n'est pas bien fait. Ok. On va avancer un petit peu parce qu'en plus, le temps qui nous est imparti est quasiment terminé. Justement, on va faire une sorte de conclusion. Oui, mais 2 heures, on n'a pas le temps. C'est long et puis les gens ils vont fatiguer. Quoique, remarque, toi, ils pourraient t'écouter longtemps. Et puis, tu pourrais parler seul 2 heures. Mais bon, ça, c'est notre affaire. Justement, on a fait un petit peu les contours de cette CAN, ce qui s'est passé un petit peu en amont, les jeux de coulisses, les lobbying. Ce qui s'est passé pendant, ce qui n'a pas été. Voilà, on a vu que c'était un défi organisationnel qui était compliqué, qui a été rempli dans certains aspects, beaucoup moins dans d'autres. J'aimerais même savoir rempli dans quel aspect, parce qu'il n'est rien vu. Hein. Bon, la compétition, elle est à son terme. Oui, non, la compétition, elle est à son terme, oui, mais... Et puis, après, voilà, je veux dire, organiser une CAN à 24 dans les conditions qu'on connaît, avec une CAN qui, en tout cas, ça c'est que mon avis pour moi, a été sabotée, de l'extérieur et de l'intérieur. Ça, c'est une chose. La CAN en Égypte avait été bien faite. Mais bon, ça c'est... Peut-être parce que c'était l'Égypte. Peut-être. Non, mais je crois que, comme tu dis... Après, justement, Richard, c'est là où je veux en venir, justement. On va faire justement une sorte de bilan pour conclure sur ça. Et justement, ça va, quand tu parles d'Égypte, c'est bien, parce que c'était la première CAN à 24. Où est-ce qu'on peut situer la CAN 2021 par rapport aux éditions précédentes? Parce que beaucoup de gens ont fait les comparaisons en comparaison à 2019. Et sur certains, moi j'ai entendu cette bêtise, et franchement, je le dis et je leur ai dit, elle m'énerve quand on dit la CAN 2021, c'est la pire CAN de l'histoire. Je trouve qu'il n'y a pas plus
je suis désolé de dire ça, mais plus bête comme phrase, quand on connaît l'histoire de la CAN, quand on connaît l'histoire de cette compétition, quand on sait qu'il y a des éditions qui sont catastrophiques dans tous les sens du terme. Mais, alors, voilà, où est-ce qu'on peut situer cette édition 2021 ? Pour moi, je dis que je ne vais pas comparer cette édition aux autres. Je pense quand même que le Cameroun a réussi la prouesse d'organiser une CAN à 24 dans un contexte d'avant-CAN politico-sportif, si on peut le dire, où on sait qu'on a saboté, ce jouera, ne se jouera pas, difficile. Et ensuite, dans un autre contexte, le contexte Covid, ne l'oublions pas. Et le contexte Covid a eu des impacts sur le plan organisationnel, qu'on prenne le public, les journalistes, tous ceux qui étaient autour de la CAN, et surtout les équipes. Parce que chaque entraîneur aujourd'hui, l'inconnu de la CAN n'était pas de se dire est-ce qu'on va s'entraîner sur un stade qui est correct, est-ce qu'on va avoir de l'eau ou du courant, est-ce qu'on va avoir un service de qualité dans les hôtels ou tout ce que tu veux. Mais tout le monde se posait la question. Lundi, j'ai mes 23 joueurs. Le deuxième match, est-ce que j'aurai mes 23 joueurs? Moi, je pense que de ce point de vue-là, on ne peut pas quand même comparer cette CAN-là aux autres. Maintenant, puisqu'il faut le faire, moi, je pense que ce n'est pas la pire des CAN. C'est une compétition qui a été bien organisée. Moi, je le dis, on a joué dans des beaux stades, dans un contexte qui était difficile. On a parfois vu des matchs d'un bon niveau, d'autres qui étaient ennuyeux. Mais si on me demandait de situer cette CAN, je dirais que le Cameroun et la CAN 2021 a été pour moi une assez belle compétition. Quand on remet un peu le contexte du Covid, le contexte de la CAN, est-ce qu'elle aura lieu, est-ce qu'elle n'aura pas lieu? Pour moi, c'était une CAN, je ne pense pas que ce soit la pire. Moi, je pense que déjà, il faut partir du postulat que le Cameroun, pour cette CAN 2021, a consenti beaucoup d'efforts parce que... À la base, il devait le faire à 16. Voilà. À 16. À la base, le Cameroun devait organiser la CAN à 16. Avec un cahier des charges pour 16. Voilà. Et après, on est venu leur dire, vous allez faire à 24. Donc, du coup, partir de cette faiblesse-là pour arriver où on en est avec tout ce qui s'est passé, moi, je tire un coup de chapeau quand même au Cameroun. Parce que je pense que elle a essayé de sauver sa face. Regardez très bien ce qui s'est passé pendant la CAN. À la moindre erreur, au moindre petit couac, on disait « Oh, vous les Camerounais, les Camerounais ont fait ceci, les Camerounais ont fait cela. » Donc, vraiment, je pense que pour moi, c'était une très belle CAN. Je dis que c'était une très belle CAN. Pourquoi? Parce que j'ai été très content de la victoire du Sénégal. Je crois que je l'avais dit dans un média avant que le Cameroun ne gagnerait pas la CAN. Je pense que Mansour avait aussi fait ce programme-là. Moi, j'avais dit que le Cameroun ne gagnerait pas la CAN. On m'avait demandé combien de pourcentage de chances pour que le Cameroun gagne la CAN. J'ai dit 0%. Et c'était vrai. Parce que le Cameroun n'a pas gagné la CAN. Fini troisième, ça va. Moi, je pense que cette CAN, j'ai fait un petit parallèle. La première CAN du Cameroun a été gagnée en Côte d'Ivoire. La première CAN de la Côte d'Ivoire a été gagnée au Sénégal. Et la première CAN du Sénégal a été gagnée au Cameroun. Tu as vu le triangle? Donc, mais je pense que pour moi, c'est une CAN réussie parce qu'au moins, elle a réussi à réconcilier le peuple sénégalais et ses enfants. Mansour, dans une chaîne, avait posé la question « Pourquoi est-ce que le Sénégal ne gagne pas ?» Mais je crois qu'aujourd'hui, comme Dieu, lui, il est fort, moi je crois beaucoup en Dieu, excusez-moi, mais Dieu, il est fort, il m'a fait repenser à cette émission. Et aujourd'hui, Mansour, tu as ta réponse. Parce que le Sénégal a mis du sérieux, du premier match au dernier match. C'était des hommes sérieux. Et ça prouve que quand on est sérieux, on peut arriver à de bonnes choses. Contrairement au Cameroun, le Sénégal a gagné dans le sérieux. Parfois, le Cameroun gagne dans le désordre. Et il fait bien de faire ce parallèle-là, parce qu'en fait, moi, j'ai plus vu, pour moi, si le Sénégal a gagné, là où le Sénégal a gagné la CAN, c'est-à-dire que pour moi, le Sénégal a progressé mentalement, alors que on sait tous que mentalement, les Camerounais, en Afrique, c'est les plus forts. Mais le match contre l'Égypte, j'ai senti qu'il
il n'était pas dans le match. Tu vois un Clinton J qui venait, même dans les attitudes. Et je pense que là où le Cameroun a grandi, et tu fais bien de faire le parallèle du fameux triangle, c'est que mentalement, de ces 3 équipes que tu as citées, Sénégal, mentalement, Aliou Cissé, il a gagné vraiment la CAN au mental. Ah oui. Quand Sadio Mané rate le penalty, même dans les attitudes, je n'ai pas senti à un seul instant Le doute. ni chez Sadio Mané, ni sur aucun des coéquipiers. Mais Même oui. quand il rate le tir au but. Mais oui. Même quand il s'appelle comment celui qui rate son tir au but, Bounassar Bounassa rate, personne. Et moi, l'image que je garde toujours de ça, c'est quand je vois un gamin comme Bamba Dieng qui s'approche devant 30, 40 000 personnes, aller tirer son tir au but Oui. dans une finale de CAN décontracté. Le visage, vraiment, il a un objectif Non, mais- et il vient le faire et Sadio Mané revient le faire. Et pour moi, je pense que c'est là où ils ont. Oui. Pour C'est-à-dire moi, que c'est là Sadio la Mané différence. rate, il revient. Il revient. Mais oui, parce que c'est ce que vous ne voyez pas c'est l'attitude. C'est que les gars avaient une telle force de caractère que rien ne pouvait leur arriver. Je vous dis, rien ne pouvait leur arriver parce que de la première minute à la dernière minute, ils ont menacé, ils ont joué leur match. L'Égypte n'a fait que faire des contre-attaques vaines qui ne réussissaient même pas. Donc, moi, je dis, pour moi, aujourd'hui, mon meilleur souvenir, c'est la victoire du Sénégal. Parce qu'avec tant de talent, il y aurait longtemps. Parce que je crois toujours que le match Algérie-Sénégal, finale de la Coupe d'Afrique 2019, on la rejoue. Le Sénégal bat l'Algérie 3 fois. Mais après, bon, malheureusement, on ne refait pas, on fait pas les matchs, mais La preuve, ils sont revenus en finale. Et le Sénégal est parti. S'ils ne font pas de bêtises, ils sont partis même en Côte d'Ivoire, ils peuvent arriver en finale. alors justement, j'allais pas me prononcer, en tout cas me projeter sur qui va gagner la CAN 2023 ou pas, mais justement, on a vu là sur cette émission, sur ce podcast, ce qui s'est passé autour de cette CAN 2021 et l'organisation. Le prochain objectif, c'est la CAN 2023 Oui. en Côte d'Ivoire. Rapidement, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Déjà, Richard, toi, on a compris que tu as dit que ça n'aura pas lieu en 2023, ça aura lieu en janvier 2024. Oui. C'est ça? Oui. Tu es catégorique? Je suis Mais catégorique. est-ce qu'au- et je est-ce- le dis. ouais, est-ce que- Je signe mon dicus et je le dis ici. En exclusivité. En exclusivité, la CAN 2023 en Côte d'Ivoire aura lieu en janvier 2024 en Côte d'Ivoire. Mais juste en termes d'organisation, est-ce que la Côte d'Ivoire sera prête parce qu'il y a encore ces histoires de retard, on parle de stade de Fibouani et tout. Est-ce que, juste là, vous me dites, voilà, question pas fermée, mais semi-fermée, histoire qu'on conclue dessus, est-ce qu'on va enfin en finir avec ces histoires d'organisation et de délai qu'on n'arrive pas à tenir? Si on dit que la CAN 2023 se joue en Côte d'Ivoire tout de suite, c'est sûr que les Ivoiriens ne seront pas prêts à 100%. On n'est jamais prêt à 100%. Déjà, il y a le stade Félix Houphouët-Boigny où ça tarde et ça retarde. Si on joue en 2024, je pense qu'on donne la chance à la Côte d'Ivoire d'organiser une CAN correcte et peut-être au niveau du Cameroun, sinon un peu plus. Thérèse, on ne dit pas si, ce sera ça. Et je vais te dire quelque chose. Aujourd'hui, je sais, avec la détermination du président de la République ivoirienne, parce que c'est Alassane Ouattara. Oui, c'est un monsieur, si vous regardez ce qu'il a fait en 2 ans, en un mandat déjà, ce qu'il a fait de la Côte d'Ivoire, c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant. Mais je veux dire que la Côte d'Ivoire va organiser sa CAN. Mais il faudrait que, au plus vite, je crois que c'est en train d'être fait, que l'éternel problème entre le ministre des Sports et le COCAN se résolve très vite. Parce que aujourd'hui, quand le secrétaire général de la CAF, toujours dans les faux coups, secrétaire général de la CAF, il écrit au ministre au lieu d'écrire au COCAN. Parce que le COCAN, c'est l'organe technique qui travaille avec la CAF sur les éléments techniques. Et le ministre, lui, il vient en appui. Le problème du ministre, c'est qu'il veut faire partie de ce truc. En passant, le bureau de la CAF en Côte d'Ivoire, c'est
la CAF loue ses bureaux chez le ministre. C'est le ministre qui est propriétaire du bureau des locaux. Donc, vous voyez, autant de choses. Si il n'y a pas de cacophonie comme ça, je vous rassure qu'il n'y aura pas de problème parce que le président de la République y tient. Donc, ça veut dire que toi aussi, tu mets quand même des si s'il n'y a pas de cacophonie. Donc, ça veut dire que... Non, Richard, c'est ce qu'il vient de dire. Non, c'est ce qu'il vient de dire. Il vient de dire. Je mets si. Si, ben voilà, je mets un si. Je mets si au niveau de l'organisation et non au niveau de la compétition. D'accord. Parce que la compétition, c'est sûr. Mais aura lieu, sauf que la compétition détermine dépend de l'organisation. Mais oui, non. Il peut y avoir tout le désordre organisationnel, mais la compétition va se tenir en janvier 2024. Ça, je le mets, je le dis, et je l'ai toujours dit. Voilà. Donc, moi, je dis seulement que le président de la République doit mettre fin à cette cacophonie qu'il y a entre le COCAN et le ministère. Et que le secrétaire, monsieur le secrétaire général de la CAF, travaille avec le COCAN. Laissez le ministre là où il est. C'est tout. C'est ce qu'on vous demande, pas autre chose. C'était le cri du cœur de Richard pour finir cette édition. En tout cas, messieurs, merci pour votre participation et j'espère que ceux qui vont nous voir et qui vont nous entendre auront apprécié en tout cas vos analyses et aussi vos exemples, parce que Terence, toi, tu étais sur place au Cameroun, donc tu as vu beaucoup de choses et c'était très enrichissant d'avoir ton point de vue, ton expérience, et comme ça, chacun se fera son propre avis. Et tout ce qu'on peut espérer, c'est une bonne édition en 2023 ou janvier 2024, selon Richard. On verra s'il a raison ou pas. S'il a raison, on le réinvitera. S'il n'a pas raison, on le réinvitera